À 54 ans, Alain, agent de propreté, a toutes les apparences d'un salarié. Moi ça là. Et à le voir, on est loin de se douter que ce balayeur vit une terrible galère depuis des années. Ça va, c'est pas trop sale? Son travail aujourd'hui, c'est tout ce qui reste à cet ancien chef de chantier pour ne pas sombrer. C'est une survie. Ça m'aide à avoir une vie normale en fin de compte, hein. C'est surtout ça. Une vie presque normale, car avec seulement 600 € de salaire par mois, personne ne veut lui louer la moindre chambre dans Paris. À chaque fois, c'est la même réponse. On est désolé, mais non. On peut pas vous prendre. Alors, pour l'instant, on reste là-bas, au chaud. Là-bas, personne ne voudrait s'y retrouver un jour. Cette adresse dans le 13e arrondissement de Paris, c'est la seule solution trouvée par Alain pour ne pas dormir dans la rue. Bonjour. Hop, pardon. Comment allez-vous? Ça va. Le plus grand refuge de France pour SDF. Un centre sur le pied de guerre tous les soirs cet hiver pour accueillir 500 démunis. Et parmi eux, il y en a qu'on ne voyait pas avant. Des gens qui y travaillent et qui ont un salaire. Ils représentent un tiers des hébergés. Alors comment le refuge s'organise-t-il pour tendre la main à ces sans-abri toujours plus nombreux? Tu veux un rasoir, une brosse à dents? Non, moi j'en prends pas. Alors c'est bon. Voici la place qu'occupe Alain depuis 4 ans. Il retrouve son petit chez lui, le lit numéro 166. Avant, j'étais tout au fond, tout ça. Bon, j'ai changé. Question de ronflement, tout ça. Et on m'a mis ici. Cette vie précaire, Alain était loin de l'imaginer lorsqu'il était encore chef de chantier, 20 ans dans le BTP. Une vie comme des millions de Français. À l'époque, Alain est même propriétaire de son appartement. Jusqu'au jour où il perd son emploi. Assailli de factures, c'est la descente aux enfers. J'ai été saisi parce que j'ai eu des problèmes, tout ça, de paiement de charges, de copropriété, c'était énorme tout ça. Et ils ont dû vendre l'appartement. Bon, après, je me suis retrouvé à l'hôtel. Puis bon, comme je ne travaillais pas, je ne pouvais pas régler tout ça, ils m'ont trouvé ici. Ce refuge, l'un des plus anciens de Paris, est aussi l'un des plus appréciés, car l'établissement a une histoire bien particulière. À commencer par un cérémonial qui a lieu tous les soirs à 17 h. Voilà. Allez-y, messieurs. En plus d'un lit pour la nuit, le refuge offre aussi un repas chaud à ceux qui se présentent. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci. Un repas gratuit, comme dans beaucoup d'autres centres d'hébergement. Seulement ici, il y a une tradition maison. Cette soupe, tout un symbole, car c'est le fondateur de ce refuge qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la soupe populaire. Nous sommes en 1891, un hiver terrible. Paulin Enfer, ce militant catholique, décide de venir en aide aux enfants désœuvrés de ce quartier misérable de Paris, celui des chiffonniers. Un soir de Noël, il leur demande de faire une soupe dans de grandes marmites. Des centaines de pauvres viendront se réchauffer à cette première soupe populaire. Une association va naître, la Mie de Pain. En 1932, elle ouvre ce dortoir qui, depuis, n'a jamais désempli. Aujourd'hui, l'association continue donc de gérer le plus grand refuge de France, en s'appuyant sur une centaine de bénévoles et 40 salariés, comme Stéphane, le cuisinier. C'est lui qui, chaque soir, prépare la fameuse soupe, mais pas seulement. Au pire de l'hiver, Stéphane doit sortir jusqu'à 600 repas par jour. Donc tous les jours, on fait 200 litres de soupe à peu près, faite avec des légumes frais. Pour tirer des sourires aux gens, ce sont des mousses au chocolat faites maison. Il y a à peu près 2h30 de travail, mais bon, ça risque de plaire ce soir, quoi. Des montagnes de nourriture, plus de 400 personnes à héberger chaque nuit. Mais alors, qui paye? Il y a d'abord la générosité. Dominique est bénévole au refuge depuis 20 ans. Bonjour. Bonjour.
Ce retraité de 67 ans se charge de dénicher tout ce dont les sans-abri ont besoin. Il y a dans cet entrepôt 30 tonnes de marchandises, collectées 3 fois par an auprès des clients, aux caisses des supermarchés. Ici, donc, vous avez toute la confiture qui a été donc, collectée bien sûr dans les supermarchés par des particuliers, qui me donnent donc également des boîtes de conserve, soit des plats cuisinés, soit des conserves de légumes, qui sont triés ici ensemble. Il faut payer la nourriture, l'électricité, les salaires du personnel. Chaque hébergé coûte cher à l'association, 25 € par jour en moyenne. Les dons en payent 50%, l'État l'autre moitié. Il y a aussi le système D. Dominique frappe à toutes les portes. J'ai reçu récemment par un don d'une boutique, c'est des parkas. Une trentaine de parkas flambant neuves, mais invendables, à cause d'un petit défaut. Bon, il y a quelques petits problèmes de fermeture éclair, mais elles sont extrêmement chaudes, donc ça ne peut pas mieux tomber pour les héberger, surtout en ces périodes de grand froid. Mais les collectes de Dominique ne permettent pas de résoudre le principal problème du refuge, le manque de place. Cet hiver, les demandes d'hébergement ont explosé de 22% par rapport à l'an dernier et l'association a dû faire des choix. Il y a d'abord les permanents. Nous retrouvons Alain, le balayeur parisien. Il peut dormir ici tous les soirs tant qu'il n'a pas trouvé un logement social. Comme lui, 3/4 des hébergés ont ici leur lit, à l'année. Après le boulot, c'est là que je suis chez moi. Là, j'arrive ici, ça y est, je suis chez moi. Les soucis, c'est fini. On verra pour demain. Un domicile dans ce refuge pour SDF. Ceux qui y ont droit sont les plus fragiles, mais aussi les salariés précaires comme Alain qui, même à la rue, continuent de travailler. Souvent, très tôt le lendemain matin. Ah non, pas encore. Résultat, extinction des feux à 21h pétantes tous les soirs. C'est en sécurité. Mais avant, Alain fait toujours un petit détour par cette consigne. C'est là qu'il stocke tout ce qu'il possède. Et je les laisse sous le lit. Ah, le lendemain matin, j'ai plus rien. À 90% c'est ça. Parce qu'avec ici, avec les malades qu'il y a, excusez-moi de l'expression, mais on n'est pas en sécurité. Car le souci, c'est qu'avec l'arrivée de la nuit, les habitués, comme Alain, voient débarquer une autre population. Des SDF qui se présentent à l'improviste et sèment à chaque fois une sacrée pagaille à l'accueil. Car pour bénéficier d'un lit dans ce centre, il y a d'abord une démarche qui peut sembler absurde. Les SDF doivent appeler le 115. C'est le numéro d'urgence pour les sans-abri. Mais saturé par les appels, il ne répond jamais. Voilà, on attend jusqu'à ce que ça confirme qu'on peut rentrer ou pas. C'est trop dur de trouver une place à Paris. La preuve que 2 heures, 3 heures d'attente, d'appel pour voir une place. En France, c'est la règle. Toutes les places d'hébergement sont centralisées par le 115 qui les attribue en fonction des disponibilités. Et à l'entrée à midi, l'agent d'accueil est intraitable. Rappel. Rappel en quoi 115. Ah oui. Non, on rappelle maintenant, là. Il va rappeler le 115 pour avoir une place ici. Une situation d'autant plus étonnante qu'il y a 28 places de libres ce soir. Mais voilà, ce n'est que le fameux 115 qui peut décider de leur attribution. Et même Hamid a du mal à les joindre. C'est saturé maintenant 115 avec le froid qui est pris, c'est saturé. Alors ils n'ont pas le temps de répondre à tout le monde, de satisfaire tout le monde. Alors c'est pour cela qu'on attend. Même nous, on a une ligne directe, il faut attendre. Au bout de quelques minutes, un opérateur répond enfin. Allô, bonsoir. Oui. C'est le refuge la mi-de-pain. Voilà, je vous appelle pour vous remonter 28 places. 28 places, ouais. Merci. Merci, au revoir. Des lits que le 115, submergé, va attribuer aussitôt. Quelques instants plus tard, un collègue d'Hamid lui apporte ce fax. Merci. Enfin, il est bien arrivé alors, ça va. Le 115
envoie une dizaine de SDF au refuge. Voilà, ils ont envoyé 10, il me reste maintenant 18. Alors il me reste 18 places. 18 lits qui, en moins d'une heure, vont accueillir de nouveaux sans-abri. Mais Hamid n'en a pas terminé, car avec un appel sur 2 qui n'aboutit pas au 115, certains SDF décident de rentrer sans prévenir. En faisant un petit tour du refuge, Hamid repère vite l'un de ses resquilleurs. Il n'est pas passé par le 115 et a pénétré ici en escaladant un mur. Viens avec moi. Tu n'as pas le droit de rentrer. Là, tu es rentré par effraction, ça, je ne veux pas ça. D'accord? Tu es rentré par le chantier, ça, c'est inacceptable. D'accord? Intraitable, Hamid le raccompagne à la sortie. J'applique le règlement, c'est tout. Nous, les gens qui ne respectent pas... Vous n'êtes pas réglo. Ouais. Vous n'êtes pas réglo. L'homme va devoir se débrouiller et passer la nuit dehors. Des fois, il faut rester ferme quand même. Hein. Parce que si on laisse passer, après, à chaque jour, ils vont faire la même chose. Hein. Le resquilleur expulsé, une exception. Car en plein hiver, même complet, le refuge met un point d'honneur à accueillir tout le monde. Seulement, pour les employés, il faut avoir les nerfs plutôt solides, surtout la nuit. Alioune, 33 ans, dirige le refuge de 23h au petit matin. Ah ouais, c'est parti. Là, c'est parti jusqu'à 8h30 du matin. Au plus froid de l'hiver, plus d'une vingtaine de sans-abri peuvent ainsi se présenter dans le plus grand refuge de France, déjà saturé. Alors pour les mettre à l'abri, Alioune n'a pas 36 solutions. À la salle télé. Soit vous restez ici ou bien à la salle télé. Mise à l'abri. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Mise à l'abri. C'est là que ceux qui n'ont pas trouvé de place ailleurs vont tenter de dormir, assis sur une chaise ou sur ces canapés pour les plus chanceux. Tu restes juste assis ici, tu enlèves les draps, ok? Merci. Mais pas évident de trouver le sommeil, car toutes les nuits, les esprits s'échauffent. Pour gérer les 430 hébergés, 5 employés sont mobilisés ce soir-là. Ok. Oui, B3 transmettez. Ok, j'arrive, je monte. Viens. Alioune a pris son service depuis 10 minutes à peine, que déjà on lui signale un perturbateur dans l'escalier. S'il te plaît, doucement, parce qu'il y a les gens dorment. Viens, les gens dorment, s'il te plaît, viens. Non, après, ouais, on descend, oh, d'accord, on descend. I can interview. Oui, mais interview, mais les gens dorment. I can give. Come on, ouais. Un sans-abri pris de boisson, un autre en pleine crise d'épilepsie. La nuit s'annonce mouvementée. Venez. Oh, venez, venez, Jerry. Oh, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu veux dormir dehors? Garder son sang-froid, depuis 6 ans, c'est la seule méthode qui vaille pour Alioune. Car le refuge, c'est aussi l'alcool, la drogue et la violence. Et avec la promiscuité, la situation peut dégénérer à tout moment. Je t'emmerde, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tais-toi. Comment ça, comment ça? Rapidement, mais attention. Un début de bagarre, Alioune doit se débrouiller tout seul, alors que la tension monte. On lâche ton cul, en 2 secondes. Et quoi là? On lâche ton cul tous les deux. Voilà, regarde l'équipe qui va arriver. Écoute-moi. Regarde ce qui... Regarde. Attends. Écoute-moi, maintenant, moi. Heureusement, ce soir, l'altercation pour un chargeur de téléphone volé est vite canalisée. Vous voyez, tous les soirs, c'est ça. Donc des gens qui viennent agressifs, violents. Donc nous-mêmes, on ne comprend pas l'histoire, ça vient d'où. Donc c'est des gens qui pètent des plombs comme ça. Donc c'est à nous aussi de gérer ces gens. Il ne faut pas que ça dégénère. Voilà comment, chaque nuit d'hiver, tous les sans-abri peuvent être accueillis s'ils le souhaitent. Ils sont 150 000 en France. Leur nombre a doublé en 10 ans.